autorisé et courant. Et donc, là, il y a eu une vraie émotion populaire. On est dans le début de ce qu'est l'opinion publique. Et donc, le massacre de fourmis va avoir un effet on va dire, de diffusion de cette tradition du 1er mai en Europe. Jusque-là, c'était un peu poussif. Mais à partir de là, dans toute l'Europe, et pas seulement en France, le 1er mai deviendra vraiment un symbole de la lutte sociale pour le plafonnement de la journée de 8 heures. Et puis quand, au début du XXe siècle, en fonction des différents pays, la plupart des pays, on va dire occidentaux, vont plafonner effectivement la journée à 8 heures, ça sera le symbole de cette lutte, de cette réussite, de cette conquête, et puis de toutes les conquêtes qui restera à obtenir. Donc, ce qui est intéressant, y compris pour nous là qui venons de fêter Pâques, c'est que le mouvement social, c'est quand même ce mouvement permanent entre une dynamique de libération, d'émancipation des travailleurs, de conquête, de progrès arrachés par la mobilisation. Et puis, et donc le travail, c'est ça aussi. Le travail, c'est un collectif dans lequel, à un moment donné, historiquement, socialement, politiquement, on obtient une forme d'émancipation, à la fois par le salaire, et dans le mouvement féministe, par exemple, l'accès du travail aux femmes, le fait que la France, par exemple, aujourd'hui soit le pays de l'OCDE, ou en tout cas parmi les pays de l'OCDE où le taux d'emploi des femmes est un des meilleurs, c'est plutôt considéré comme une forme de libération de la femme dans sa capacité à être autonome économiquement. Donc il y a toujours cette idée du mouvement et du progrès et de l'émancipation, et en même temps, le travail, c'est aussi dans la symbolique du monde du travail, une source de perte d'indépendance, de subordination, puisque la définition du contrat de travail dans notre droit en France, c'est bien le lien de subordination, et les conditions matérielles, etc., l'organisation du travail, qui est aussi souvent vécu comme un élément d'asservissement, d'avilissement, ou en tout cas de non-épanouissement. Et on est tout le temps dans ce double mouvement où le travail, en fonction de la perception du moment, pas forcément uniquement de qui on parle, c'est pas uniquement une question de lutte des classes, même si on l'a vu, hein, l'origine, au départ, le travail se structure par la lutte des classes, mais même si on dépasse cette vision-là, on a la dialectique autour de le travail qui libère, ce qui évidemment nous fait toujours un peu froid dans le dos, parce que ça fait référence à ce que dans l'histoire la plus sombre on a pu voir. On se souvient que les nazis, sur les camps de concentration, et pas seulement à Auschwitz d'ailleurs, mettaient cette devise, la liberté par le travail. Donc c'est évidemment des mauvais souvenirs, mais c'est pas parce que les nazis l'ont utilisé que ça réduit. C'est régulièrement dans l'histoire du travail, il y a eu ce débat entre la dimension d'autonomisation et de libération que procure le travail, et voilà, l'épanouissement personnel par son savoir-faire, par la capacité à progresser, à maîtriser son art, etc. Et en même temps, tout le potentiel d'asservissement qu'il peut y avoir derrière. Oui, effectivement, et d'aliénation. Alors, ce qui est intéressant, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais est-ce que la valeur du travail, en fait, la valeur du travail a évolué selon les époques, hein. Et puis, elle continue quand même en parlant d'aujourd'hui, enfin, de l'époque contemporaine. On dit beaucoup aujourd'hui que les gens qui, notamment dans les professions libérales, enfin, il y a plusieurs professions où on remarque que en tout cas, les anciens
disent que la jeune génération ne veut plus travailler autant, ne veut plus travailler de la même manière. Avec l'avènement aussi des 35 heures, ça a donné plus de temps pour les loisirs. Donc, est-ce que finalement la valeur travail, elle n'est plus la même aujourd'hui, peut-être qu'il y a 30 ans? Enfin, elle a évolué au fil du temps. Et on ne sait pas ce que ça va donner après le Covid. Alors, effectivement, on est en plein dedans là en ce moment. Le rapport qu'on a au travail, il est évidemment très dépendant du rapport, on va dire, aux priorités, à la culture de chacun et évidemment de chaque groupe social. Euh, et il est dépendant finalement de la capacité qu'on a à y trouver justement cet épanouissement et le goût qu'on peut y avoir. Donc, il y a beaucoup de facteurs. On n'a jamais... Le travail, il évolue comme la société évolue à tout moment. Et donc, effectivement, on ne travaille pas du tout aujourd'hui comme nos parents ou nos grands-parents travaillaient, mais ce n'est pas uniquement une question de valeur. Les valeurs de la société ont-elles fondamentalement changé? C'est un autre débat, on peut en parler. Mais bien sûr que les valeurs changent, mais c'est surtout la société qui elle-même change et le rapport au travail, il dépend vraiment du fonctionnement de la société. Donc, aujourd'hui, quand on parle de management, quand on essaye de travailler sur le management dans les entreprises, les différences culturelles de génération qui se traduisent par un rapport au travail complètement différent, c'est une des grandes problématiques de l'entreprise. Alors, du coup, on va venir à parler de santé et travail, puisque c'est le sujet sur lequel je voulais revenir. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, dans les entreprises, la question d'éviter le conflit de génération, la question d'arriver à faire travailler ensemble les différentes générations est un des sujets centraux qui mobilise les DRH. Pourquoi? Parce que il peut y avoir, alors, sans rentrer dans les générations X, Y, etc., effectivement, on est aujourd'hui dans un monde qui a connu le chômage à un très haut niveau, qui a connu une forme de brutalité liée justement à la précarité de l'emploi qui s'est beaucoup manifestée depuis 30 ans. Et donc, le regard globalement de la société, toute génération confondue, et pas seulement des jeunes, il a changé sur le travail. Et du coup, le rapport qu'on a existentiel ou identitaire à son travail et parfois à son employeur n'est pas forcément le même que ce qu'il pouvait être après la Seconde Guerre mondiale. Mais ça, c'est finalement ni une bonne chose, ni une mauvaise, c'est ni triste, ni gai, c'est le reflet de l'évolution de notre société vers beaucoup plus d'indépendance, d'individualisme, dans la hiérarchie des valeurs, puisque tu parlais de valeurs. Moi, je fuis un peu la question sur la valeur travail, sinon je vais faire une réponse d'économiste, qui est que la valeur du travail, c'est la productivité du travail, et c'est un des sujets sur lesquels on va venir tout à l'heure. L'évolution du rapport au travail, c'est aussi la question de l'accès au travail des travailleurs peu qualifiés. Mais ça, c'est la valeur économique du travail. Mais sinon, il n'y a pas une réponse sur la valeur travail. C'est devenu un sujet extrêmement individuel, très personnel, où chacun le définit un peu à sa manière. Et du coup, la difficulté de trouver une culture commune, une identité commune, un vivre ensemble commun dans l'entreprise n'est pas moins difficile que celui de le trouver au niveau d'une nation. Voilà, parce que on est dans une société qui est beaucoup plus éclatée.
Oui. Alors, évidemment, je vais te parler de ce qui me semble être une évolution complètement aliénante du travail et puis qui fait la une des journaux régulièrement, et qui est emblématique enfin, dont l'emblème est Amazon aujourd'hui, avec les conditions de travail chez Amazon. Où en même temps, il y a une obligation de se tutoyer entre chacun. Il y a en fait tout un artifice de compagnonnage, de camaraderie, tout le monde est associate, etc. Alors que, ça c'est pour la galerie, alors que en fait, dans le règlement interne, les gens n'ont pas le droit de se parler les uns avec les autres, comme si les rapports humains étaient l'une des craintes majeures du management d'Amazon. Il y a des vidéos partout, donc il y a une surveillance incroyable sous prétexte de sécurité. Bon, évidemment, les gens ne sont pas bien payés. D'ailleurs, il y a un taux de turnover extrêmement élevé. Alors, il y a quelque chose de complètement déshumanisé qui est en train d'advenir dans des grosses entreprises comme celle-ci. Tout récemment aussi, là c'est très pragmatique, la SNCF a supprimé ses guichets et il y a eu, entre autres, hein, il y a eu d'autres évolutions à la SNCF où en fait on a réduit le nombre d'interventions humaines dans le fonctionnement voilà, de la SNCF. Et bon, ça a soulevé un tollé, énormément de protestations en interne chez eux, mais aussi comme utilisateurs. Je veux dire, enfin voilà. Est-ce que c'est ça la société de demain, de ne pas avoir, de limiter au maximum les rapports humains dans les entreprises? Alors, il y a beaucoup de choses dans cet article. Et donc, tu citais une revue là, dans laquelle tu as lu cet article Ouais, sur Amazon. Peut-être que c'est c'est ça. intéressant de la montrer à tout le monde. C'est Euh, travailler au futur, TAF. Voilà, le travail état des lieux. Voilà, qui est une revue assez idéologique, hein, je précise. Elle n'est pas vraiment libérale, la revue. un peu marqué. Un peu très marquée à gauche, ouais. Mais très intéressant. Et la Mutualité française publie une revue qui s'appelle Santé Travail, autour des problématiques justement d'impact du travail sur la santé, qui est aussi une revue un peu engagée. Et le dernier numéro est en ligne gratuitement, ouvert à tout le monde là, pendant cette période de pandémie et de confinement, puisqu'on n'a pas pu éditer la revue papier. Normalement, elle est sur abonnement. C'est une revue qui est destinée aux gens qui bossent sur les questions de prévention, hein, donc organisation syndicale, inspecteurs du travail, agents de prévention, etc. Mais le dernier numéro était assez grand public et donc si vous cherchez revue santé-travail, vous trouverez des choses qui vont être en lien avec nos propos de ce soir. Donc si je reviens à Amazon et à ta question, il y a beaucoup de choses dedans. Je disais tout à l'heure que le travail est très lié à la culture et qu'on ne travaille pas de la même manière et qu'on ne peut pas avoir la même culture managériale de façon mondialisée. Parce que on l'a vu, y compris quand on a beaucoup parlé de Renault-Nissan, sur une culture d'une entreprise au Japon, aux États-Unis, en Italie ou en France, on ne va pas du tout avoir le même management, le même rapport au travail et la même capacité à travailler ensemble de la même manière. Et ça, la mondialisation a évidemment, en dehors d'un petit groupe social qui est très en capacité de s'adapter à l'ensemble de ces cultures, très rapidement, on a un petit groupe comme ça de gens qui ont une culture un peu mondialisée. La réalité du travail, elle est quand même très, très nationale. Et donc, quand on essaye d'importer des modes managériales qu'on plaque sur une réalité culturelle qui n'est pas la même, ben, il y a des phénomènes de résistance très forts qui se produisent. Moi, je ne veux pas parler d'Amazon en particulier, mais tu disais tout à l'heure que je donne des cours de management à Sciences Po à Paris. Et alors, chaque année, donc c'est des jeunes qui ont 22, 23 ans et qui ont fait pas mal de stages, qui ont des parcours souvent très impressionnants. Euh, et donc, je leur demande justement quel style de management ils identifient à travers les différents types d'entreprises dans lesquelles ils sont passés
quels sont et puis ensuite, on a une petite grille qui permet de se positionner par rapport aux différents types de management ou d'organisation du travail. Voilà, du plus bureaucratique, comme on aime bien le faire en France, très hiérarchisé, très pyramidal, bon, voilà, très daté aussi, hein, bon, voilà. Jusque au management Apple, voilà, on va dire la tech américaine, effectivement, où on gomme absolument la dimension hiérarchique, etc., et où on semble donner à la qualité de vie au travail, à l'autonomie de chacun, une liberté énorme. Figurez-vous que les jeunes en France, très diplômés, très bilingues, trilingues, très en capacité de travailler un peu partout dans le monde, ont une allergie totale au management anglo-saxon un peu moderne, style Apple ou Microsoft. C'est-à-dire que il se méfie du tutoiement, il se méfie des intentions cachées qu'on prête à l'employeur quand il, par exemple, met à disposition des repas gratuits, se dit c'est pour faire rester au bureau plus longtemps et donc essayer de profiter du salarié. C'est-à-dire il y a tout de suite un réflexe culturel qui voit ce qu'on ne nous dit pas, l'intention cachée, alors que dans d'autres univers culturels, on ne va pas du tout raisonner comme ça. C'est une approche finalement très française. Et on voit bien que là, ce n'est pas lié à une génération et que les jeunes n'ont pas des réflexes très différents de ceux qui étaient les nôtres par rapport à ce type de management il y a 10 ou 15 ans. Voilà, donc du coup, le sujet, il est un peu générationnel, mais il est très culturel. Donc ça, c'est le premier élément. On ne peut pas plaquer des modes de management et des modes culturels. Et c'est exactement de la même manière que McDonald's a mis des salades dans ses menus en France pour s'adapter à la culture locale. Enfin, le sujet n'est pas que de celui du travail. Alors, au-delà de ça, la question que tu poses, elle est intéressante. Il y a deux sujets. La lutte des classes, où on rappelait l'histoire du 1er mai, effectivement, de la fin du 19e siècle et de la révolution industrielle, le contexte du monde du travail a complètement changé. Cela dit, des tâches répétitives, des tâches peu épanouissantes, un travail dans lequel il y a une usure, soit physique, soit morale, parce qu'on ne se sent pas valorisé, ça reste une grande partie du travail. Et parfois, les cadres supérieurs, les professions libérales, les gens qui sont passionnés par leur activité professionnelle, ont du mal à avoir en vue le fait que le rapport au travail, il n'est pas le même quand on subit un travail qui est un travail complexe. Et une partie du travail d'Amazon, ce sont des tâches qui sont des tâches peu agréables parce que c'est du travail d'entrepôt, de logistique, etc. Moi, j'ai dirigé des caisses de sécurité sociale avec des gens qui ne sont pas mal payés, mais qui sont quand même payés des salaires qui sont des salaires un peu au-dessus du SMIC pour instruire des dossiers de prestations ou d'encaissement de cotisations à l'URSSAF, etc. C'est des tâches qui sont quand même assez répétitives, extrêmement informatisées, automatisées, sur lesquelles il y a des mesures de contrôle du taux d'erreur en permanence, etc. Des process très compliqués à mettre en place et qui changent tout le temps. Et donc, cette question de l'impact du travail sur la santé, aujourd'hui, on le voit, hein, c'est, même si il ne faut pas oublier les troubles musculo-squelettiques, l'exposition à des substances polluantes dans un certain nombre de métiers, etc. Mais aujourd'hui, le gros sujet, c'est quand même la souffrance au travail, les risques psychosociaux. Et vous avez tous eu l'occasion de voir, quand on pouvait encore accéder aux mauvais rayons littéraires des relais H là, dans les gares, qu'il y a un mur entier d'ouvrages avec des nouveautés permanentes autour de ces questions de la souffrance au travail.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, il y a une perte de sens pour une partie de la population qui peut être liée soit à ces tâches dont on a de plus en plus de mal à expliquer pourquoi elles sont essentielles à la vie d'un pays, même si elles sont elles-mêmes un peu répétitives et pas forcément extrêmement enrichissantes ou épanouissantes. Dans d'autres sociétés, dans d'autres périodes, on savait le faire. Et ce qui est intéressant parmi ce qui est intéressant dans la crise du Covid, c'est qu'on a retrouvé un discours très laudateur dans l'utilité publique pour des tâches justement qui habituellement sont très dévalorisées. On a dit formidable, les caissières de supermarché sont en deuxième ligne, elles permettent au pays de tenir sur le front, etc. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus un discours positif sur des métiers qui se sentent dévalorisés parce que globalement, le regard de la société les dévalorise. Et donc, cette espèce de déconsidération d'une partie du travail crée de la souffrance au travail, crée du manque de fierté, crée un problème de regard de l'autre, j'ose pas dire quel est mon métier, etc. Et tout le monde ne peut pas être rhumatologue ou financier ou cadre supérieur ou avocat, ou etc. Et donc, il y a un vrai sujet sur le regard que la société porte sur le travail, sur l'acceptabilité qu'effectivement, il y a des tâches qui sont pénibles et sur comment justement on travaille sur la qualité de vie au travail, sur la place, sur le regard, sur la fierté aussi des gens qui font ces métiers. Ça, c'est le premier élément. Puis, il y a un autre élément que tu mettais en avant dans ta présentation qui est un autre sujet, qui est la question de la disparition du travail. C'est-à-dire, qu'est-ce que va être le travail demain et est-ce qu'il y aura encore du travail pour tout le monde, avec cette tendance justement de transformer tous ces emplois peu qualifiés, ceux dont les métiers étaient forcément un peu pénibles, pas très attractifs, pas très bien payés, par des machines. Et donc, on voit que dans plein de métiers, tu parlais de la SNCF. Moi, mon univers, ça a été longtemps la sécurité sociale. Mes collègues qui sont toujours aujourd'hui directeurs de caisse d'assurance maladie me disent qu'une partie de leur métier ces dernières années, c'est d'aller voir des élus locaux pour annoncer qu'on va fermer l'agence de la caisse primaire d'assurance maladie, mais que la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir mettre une borne dans la galerie marchande du supermarché et que la borne, elle marche 24 heures sur 24 et on peut mettre à jour sa carte vitale. Et on le voit dans tous les services publics, on profite de la révolution numérique pour essayer de digitaliser au maximum. Alors, tant que c'est les services publics, ça crée un sentiment d'abandon d'une partie de la population. Oui. Et ça, c'est probablement une des explications de la crise des Gilets jaunes, ce sentiment d'abandon, oui. quand on est en plus en zone éloignée et où la population est âgée et l'accès aux nouvelles technologies compliqué, etc. Mais au-delà de ça, quand ça devient, quand on n'a plus, quand on fait un boulot un peu dévalorisé, enfin, pas hyper gratifiant et pas très bien payé, au moins, on se raccroche à l'idée qu'on rend service à quelqu'un. Et le contact avec le client ou avec l'usager dans le service public, avec la personne à qui on rend un service, compense le caractère répétitif ou pas forcément extrêmement passionnant de son métier. Mais on se dit qu'on est utile et qu'on rend un service à quelqu'un. Et quand on va petit à petit, effectivement, déshumaniser de plus en plus la relation de service pour baisser les coûts, et j'y reviendrai, hein, baisser les coûts n'est pas illégitime en soi. Quand on parle des services publics, vu nos niveaux d'endettement avant la crise et vu les niveaux d'endettement qui vont être ceux d'après la crise, c'est pas illégitime d'essayer de chercher de l'efficience. Et quand toutes les entreprises ont ces problématiques de coûts et cette problématique de dire j'améliore le service, je l'automatise, je fais passer tout le monde sur Internet, etc., ça permet de réduire les frais tout en améliorant le service. Ça pose la question sur le travail, sur le sens du travail, c'est que
Du coup, il y a des tâches de back-office où on n'a plus du tout le contact avec le client final, avec l'usager, avec celui pour qui donne du sens finalement à la mission qui est faite. Et c'est une des raisons, je pense, de cette explosion des risques psychosociaux, de la souffrance au travail, du mal-être au travail, auquel je faisais allusion tout à l'heure. Et ça a le mérite de replacer l'humain au cœur de la société. Enfin, on ne peut pas fonctionner sans. Ma question est peut-être un peu, tu vois, ma remarque est un peu naïve, mais on ne peut pas, sous prétexte constant de diminuer les coûts, aussi diluer les responsabilités, parce que c'est tout en délégué on délègue en fait en permanence à des sociétés externes, enfin on externalise, etc. Et effectivement, on remplace l'humain par des machines. Mais on voit bien que c'est pas que ça marche pas, bien sûr ça marche, mais ça rend les gens malheureux, et en tout cas une partie de la population, ça c'est certain. C'est tous ceux, parce qu'il y a aussi une fracture numérique, je veux dire, dans la société, et donc toutes les personnes qui ont l'habitude de parler, qui ont besoin de parler à quelqu'un pour qu'on leur explique, etc. Alors eux, de toute façon, ils sont mis de côté. Mais et comme voilà, tu as très bien expliqué en quoi ça peut être gratifiant aussi ces contacts humains. Moi, j'ai pas. J'ai la chance de. Le fait d'enseigner le management, c'est intéressant parce que depuis 4 ou 5 ans, là, j'ai des étudiants qui travaillent à peu près dans tous les secteurs d'activité, de la culture, le service public, les grandes entreprises, l'énergie, etc. Bon. Et donc, on voit des modes de fonctionnement extrêmement différents. Et ça fait complètement résonance avec ma propre expérience du service public. Pourquoi je dis ça? Quand j'ai commencé à la sécurité sociale, à Strasbourg, certains là m'ont connu à cette époque-là, hein, quand je sortais de l'école là, en 98 et que je commençais, mon premier poste, c'était donc à l'URSSAF de Strasbourg. Même si je me sentais un peu progressiste, j'étais quand même étonné de la résistance au changement dans l'univers sécurité sociale, d'un certain nombre de collaborateurs qui pourtant avaient une forme de sécurité de l'emploi, puisqu'on est dans la sphère du public et qu'on licencie personne, etc. Et qu'au lieu de se dire qu'ils avaient un métier intéressant et une certaine forme de sécurité, on voyait beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude et beaucoup de résistance et finalement beaucoup de souffrance au travail. Et ce n'était pas encore l'époque où on déshumanisait et où on mettait des bornes partout et où on demandait à tout le monde de passer par Internet. Qu'est-ce qui explique ça? C'est justement que progressivement, on a du mal dans notre pays. Enfin, les gens progressivement ont perdu le sens de leur métier. Et on a vu arriver un conflit entre une partie de la société qui est passionnée par son métier, qui maîtrise son métier, qui a le capital culturel et économique et d'autonomie dans son travail pour faire évoluer son métier, et l'autre partie de la population qui a des emplois, des jobs, etc., sur lesquels ils subissent et ils n'ont pas de prise. Et ce qui faisait l'intérêt de leur métier était justement, en l'occurrence là à l'URSSAF, c'était le service public, c'était le fait de rendre un service, de dépatouiller dans la situation d'une entreprise qui avait une difficulté, de se dire que grâce à eux, les médecins allaient pouvoir soigner dans les hôpitaux les gens, etc. C'était très concret. Et plus on a processé le travail, plus on a mis des normes qualité, plus on est rentré dans une technicisation et on a séparé le front office des activités de back office, et plus ce sens il s'est perdu. Et finalement, on peut avoir la sécurité de l'emploi et être pas trop mal payé quand même et avoir un certain nombre d'avantages et des horaires plutôt favorables, etc. Il n'y a pas que les conditions matérielles qui créent soit cet asservissement dont je parlais au début, soit cette libération par le travail. C'est quand même d'abord la question du sens et de comment je me regarde dans la glace et est-ce que j'ai le sentiment d'être utile. Et donc, globalement, cette question, elle nous est très fortement posée aujourd'hui, pas à tout le monde, encore une fois, mais à une partie de la société, en fonction du type d'emploi. Et c'est très lié, évidemment, au niveau de qualification professionnelle. Et là, je voudrais juste donner un élément économique, revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur la productivité.
on a un problème de coût du travail en France. On a un problème de coût du travail qui n'est pas simple, que les gouvernements successifs ont essayé de travailler, de traiter depuis 15 ans, mais qui fait que pour les travailleurs dont la productivité du travail est faible, le coût du fait du salaire minimum, des charges sociales, de l'ensemble de notre système fiscal et social, fait qu'il y a une incitation qui est très forte pour les entreprises, ce que les économistes appellent de pratiquer la substitution capital-travail, c'est-à-dire de remplacer du travail humain peu qualifié par de la machine, parce que la productivité du travail peu qualifié est inférieure à ce qu'elle coûte à l'entreprise. On a fait le CICE, puis la baisse des charges sociales pour ça. Aujourd'hui, sur un salaire au SMIC en France, il n'y a quasiment plus de charges sociales qui sont payées. Voilà, ça a été un travail qui avait été commencé par Nicolas Sarkozy. On se souvient de l'exonération sur les heures supplémentaires, etc. Il y a eu le CICE à l'époque de François Hollande. Emmanuel Macron l'a transformé en baisse pérenne des taux de cotisation sociale qui, du coup, varient en fonction du niveau de salaire. Plus le salaire est bas, moins les taux sont bas. Et voilà. On a essayé de trouver des outils, mais donc l'idée, c'est qu'il y a une vision morale et philosophique sur la dimension humaine et la place de l'humain dans le travail et dans les interactions dans la société, mais on ne peut pas avoir une approche que morale sur ce sujet-là. La réalité, c'est que la contrainte économique est très forte et elle ne va pas l'être demain dans le monde post-Covid différemment que ce qu'elle l'était hier. Donc ce sujet-là, on ne reviendra pas à mettre des guichets partout, etc. Si le numérique permet de faire des gains de productivité, ben, c'est une bonne chose. La question, c'est comment on replace de l'humain et comment on retravaille sur le sens du travail et comment on arrive à réenchanter ou en tout cas à motiver et à donner de la fierté professionnelle à tous les emplois qui aujourd'hui n'ont plus le contact direct avec le client du fait de ces évolutions-là et qui du coup perdent le goût et l'intérêt et ça se traduit, enfin ce que je voudrais dire clairement là, c'est ça se traduit par des arrêts de travail, des consultations chez le psy, des livres de psychotropes énormes qui sont consommés, des arrêts maladie de plus en plus fréquents et de plus en plus longs autour de la souffrance au travail, burn-out, dépression, etc. Donc oui, il y a une vraie réalité. On se souvient de certains ouvrages sur l'horreur économique, etc., qui avaient été publiés notamment par une psychiatre qui avait décrit ces processus-là. Ils sont aujourd'hui à plein. Moi, j'ai beaucoup travaillé, donc tu disais une CARSAT, c'est une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Beaucoup travaillé avec les médecins du travail et tout l'équipement, toute l'organisation de la santé au travail. Alors, on peut penser que ces médecins-là sont très syndicalisés, sont très influencés par les salariés qui ont une tendance à gérer leur souffrance, etc. Mais c'est pas la bonne. Enfin voilà, la réalité, c'est que les médecins du travail constatent une sinistralité qui augmente de façon extrêmement importante, régulière, et donc, enfin voilà, et c'est pas qu'un problème français, évidemment, un problème qui concerne tous les pays européens. Alors, merci beaucoup. Alors, est-ce que est-ce que je ne vais pas dire une solution, mais aujourd'hui, là, on est en pleine épidémie. Il y a eu évidemment une explosion du télétravail. Est-ce que une des solutions, avant de parler de solutions, peut-être on peut penser déjà comment est-ce que lorsque le confinement sera terminé, comment est-ce que les gens vont retravailler? Est-ce que ça va faire, est-ce qu'on va retravailler
comme avant, ou bien il va y avoir une évolution, ce qui est fort probable? Est-ce que les gens étaient finalement plus heureux de travailler depuis leur salon ou leur jardin avec une productivité égale? Voilà, tu vas nous le dire. Et est-ce que en fait, ça va être justement ce que je veux dire, l'occasion de repenser la santé, la bonne santé au travail, en fait, de chacun. Voilà. Maintenant qu'on a vu qu'on pouvait travailler différemment. Alors, le travail après ces 2 mois de confinement, moi j'en suis très persuadé, il sera jamais plus comme avant. L'idée que dans une tour à la Défense, on a 15 000 personnes qui vont venir tous les matins à 9 heures et repartir tous les soirs à 19 heures, tous les jours de la semaine, etc., c'est devenu un truc complètement absurde. Euh, et ça, j'en suis vraiment convaincu. Alors après, on a dit plusieurs choses là ce soir. On a dit que paradoxalement, cette situation de crise sanitaire, elle a accentué la dichotomie entre les 2 mondes du travail dont je parlais. Celui qui est télétravaillable, celui dont le travail peut se faire à la maison, et tous les métiers où ce n'est pas possible. Et il s'avère que tous les métiers un peu pénibles, peu qualifiés, dont je parlais tout à l'heure, et qui sont ceux qui perdent le plus le sens aujourd'hui, qui sont dans le conflit de valeurs, dans qui subissent le plus le management du petit chef, et donc un management qui est plus adapté, qui ont des problèmes d'autonomie dans leur travail et de travail prescrit, qui parfois ne correspond pas du tout à la réalité de ce que le client demande, etc. Les caissières de supermarché ne peuvent pas télétravailler. Il y a énormément de métiers qui sont aujourd'hui, soit ont continué de travailler comme si de rien n'était avec le risque épidémique, ou alors qui sont au chômage partiel, ok, mais enfin qui ne travaillent pas. Et à l'autre France, celle qui a notre rapport au travail, souvent, qui est quand même plutôt celle des travailleurs indépendants, des cadres supérieurs, des gens qui ont un capital culturel et un rapport au travail qui est plus dans l'épanouissement que dans l'asservissement, qui, eux, ont pris goût, qui ont découvert que finalement, on pouvait travailler différemment. Les mesures sur la productivité, c'est compliqué. Sur cette crise-là, on n'en a pas encore, mais sur le télétravail d'une manière générale, il y a eu énormément de travaux aux États-Unis, en Europe, etc., sur toute une série de métiers, y compris des métiers d'ailleurs où on peut vraiment évaluer la production, ce qui est compliqué dans certains métiers intellectuels ou créatifs. Il n'y a pas de perte de productivité quand on est en télétravail, bien au contraire. Et on voit bien potentiellement le temps gagné. Voilà, moi, à Paris, sur les salariés de la mutualité française, j'en ai un tiers qui a plus d'1 heure et demie de transport par jour, entre l'aller et le retour. Donc, vous voyez bien le gain en qualité de vie, mais aussi en protection de l'environnement, que peut représenter le fait de ne pas se déplacer tous les jours. Et alors, toi, en tant que directeur général de la mutualité française, tu vas accepter que des personnes, des cadres fassent plus de télétravail? Complètement. Moi, je pense qu'on ne reviendra pas à la situation d'avant, qu'il y a quelque chose qui a changé profondément et que la liberté de s'organiser, de travailler de chez soi ou de venir quand on le souhaite au bureau, etc., sera possible. Mais même les réunions, on voit bien que l'outil Zoom, là, je ne sais plus combien on est ce soir, là, il y a 31 personnes connectées. Donc, on a aujourd'hui fait des progrès considérables et il n'y aura pas de retour en arrière. Alors après, la question, c'est du coup, est-ce que c'est un progrès? Voilà. Dans un premier temps, on pense tous que oui, parce qu'effectivement, je l'ai dit, en termes de développement durable, de temps de transport, de qualité de vie, on peut penser que c'est très positif. Et là, on voit les premiers sondages sur la santé au travail. Les premiers retours, y compris des médecins du travail, nous disent 60% des salariés, donc je parle là des salariés qui sont en télétravail, se disent en situation de souffrance. Ah oui. Alors c'est complètement paradoxal. Mais oui, isolement, solitude. Et là aussi, si je reviens sur ce que je disais sur le sens du travail, le sens, il est beaucoup donné par le collectif. Et finalement, se sentir un peu tout seul,
même si les managers essayent de mettre du lien, même si on a inventé les petits déjeuners ou les cafés Zoom, etc., il y a quand même beaucoup plus de sentiments de solitude. Et donc, il y a un paradoxe d'une société très individualiste, mais sur lequel, justement, au bout d'un moment, on a quand même besoin de faire partie d'une équipe. Et c'est quand même le rapport aux autres qui participe à donner le sens de ce qu'on fait. Donc, la réponse à ta question, elle est pas simple. Et donc, je vais faire quelque chose d'un peu paradoxal, qui est de dire il y a un progrès énorme parce qu'on change le rapport au travail. Simplement, si on plaque notre manière de travailler, nos organisations du travail comme avant, sur du télétravail en permanence, à distance, etc., ça ne va pas marcher. Oui, c'est Parce ça. que, ça va pas marcher parce que du coup, on va avoir un, un, un grand flou entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Il n'y a plus cette coupure qui est le sas où je sors de chez moi, j'ai mon temps de transport et j'arrive sur le lieu de travail, qui est une coupure aussi un peu psychologique. Voilà, il va Oui. y avoir, Bien vu, bien vu. Oui, oui. il va y avoir un sentiment d'isolement, etc. Mais si on arrive à réinventer ça, les gens n'auront plus envie de venir. Alors, d'abord, là, de toute façon, on va vivre pendant plusieurs années avec une menace épidémique, au moins 2 ans, si tant est qu'on trouve un vaccin, ce qui n'est pas du tout garanti. Donc moi, je vois bien, quand je fais un sondage sur toutes les entreprises que je vois beaucoup, moi, je vois beaucoup les mutuelles, donc j'essaye de demander à tous les directeurs de mutuelles un peu quelle est la remontée un peu sociale. Voilà, quand je discute avec les confédérations, les organisations syndicales, c'est très intéressant, mais c'est aujourd'hui, les gens ont peur. Donc aujourd'hui, le souhait, c'est rester en télétravail. Moi, je pensais qu'après le 11 mai, la fin du confinement, il y aurait une vraie volonté de revenir au bureau. Pas du tout. Personne ne veut revenir au bureau, en tout cas à Paris. Dans mes équipes, sur 300 collaborateurs, j'ai moins de 10 personnes qui ont dit qu'elles voulaient revenir régulièrement. En revanche, j'ai une cinquantaine, une soixantaine de gens qui disent je veux bien venir 1 heure ou deux de temps en temps récupérer des affaires à mon bureau, notamment parce qu'il y a quand même des dossiers qu'on a laissés en partant, etc. Mais voilà, il y a une peur de prendre le métro. Bon, il y a une problématique spécifique à Paris. Mais globalement, même si on passe sur la menace pandémique, les gens ont trouvé le goût d'avoir plus de liberté finalement, parce que malgré tout, au-delà du confort d'être chez soi, etc., on a un peu plus de liberté dans la manière de s'organiser quand le métier se prête au télétravail. Mais avec ce besoin de recréer du collectif différemment et de réapprendre voilà, à s'adapter à cette dimension d'équipe à distance. D'accord. Bah, merci beaucoup, Albert. Peut-être une question que nous pose Myriam Selam. Et le revenu universel que certains préconisent. Est-ce que tu peux nous dire ton avis là-dessus? J'ai pas d'avis, mais on est au cœur du sujet. Moi, j'ai essayé de placer là le propos. Alors, c'est compliqué en 1 heure, hein, comme ça, mais sur Là, c'est en 3 minutes. Hein. dialectique entre liberté, asservissement, avilissement et émancipation, ce qui est un combat permanent finalement du monde du travail, comme je parlais de Pessard tout à l'heure, hein, comme de toute façon de l'aventure humaine d'une manière générale. Le, moi, je pense que le débat sur le revenu universel, c'est est-ce que le travail euh, euh, doit être doit être vraiment le canal par lequel on passe pour se réaliser professionnellement, socialement et économiquement, et donc que le revenu est dépendant de ce qu'on participe dans la production nationale, de l'utilité qu'on a vis-à-vis des autres à travers son travail, ou est-ce que il faut s'émanciper du travail complètement et considérer qu'il y a d'un côté l'activité qu'on a, voilà, et puis d'un autre côté l'idée que une partie de toute façon du revenu de chacun est socialisée, est assurée par la communauté, en gros quand même donc par ceux qui travaillent,
pour le compte de ceux qui travailleraient moins ou pas. Voilà, donc oui, certains disent de toute façon, vu ce que tu as décrit sur l'automatisation progressive d'un certain nombre de tâches, il y a une partie du travail qui va disparaître. Et donc, est-ce que finalement, pour pas que ce soit anxiogène pour tout le monde, est-ce que finalement le revenu universel n'est pas la réponse pour garantir quand même une vie digne? Moi, quand Benoît Hamon avait fait le fer de sa campagne, et quand mes étudiants à Sciences Po me posent la question, je dis que, à titre personnel, vous avez compris que je suis plutôt réservé, mais surtout la question c'est quel est le bon niveau qui permet d'avoir une vie digne, qui serait un niveau d'un revenu universel qui permettrait effectivement de faire face au manque de travail, notamment pour les travailleurs peu qualifiés. Si le projet de société, c'est de dire, ben nous là, dont je reconnais un certain nombre derrière les écrans, mais je ne veux pas généraliser. Nous, on produit, on a été formé, on a fait des études, on fait des boulots passionnants, parfois on bosse beaucoup plus que 8 heures par jour, et voilà, puis on s'en plaint, mais en même temps on continue, donc on est quand même assez à l'aise avec ça. On a une forme d'épanouissement personnel à travers notre travail. Et pour que les autres nous fichent la paix, là, ceux qui n'ont pas fait d'études et qui sont pas qualifiés et qui en plus se plaignent du fait qu'ils souffrent au travail, etc., eh ben, restez dans votre canapé, on va vous donner un petit revenu. Et puis, comme ça, vous n'avez pas besoin de faire semblant de travailler et nous, on va gagner du temps en essayant de vous manager. Objectivement, alors évidemment, c'est caricatural. C'est un peu caricatural. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est un projet de société qui ne peut pas fonctionner. Et donc, attention c'est important que tout le monde se sente utile et soit impliqué dans le fonctionnement de la société. Plus la société est individualiste et plus c'est compliqué de recréer ce collectif. Et est-ce que, à travers le revenu universel, il n'y a pas le risque de continuer encore plus à l'éclatement de la société, sans compter, comme je le dis, que le niveau serait vraisemblablement trop faible, trop bas pour avoir un niveau de vie cohérent. Et donc, que la question de la disparition du travail ne serait pas réglée par le revenu universel. Parce que si de toute façon, demain, il n'y a plus personne, il y a déjà plus personne aujourd'hui dans les péages, par exemple. Avant, il y avait des gens qui prenaient le ticket. Demain, il n'y aura plus de caissières parce qu'on passera tous scanner directement à la borne automatique nos produits. Un revenu universel qui serait insuffisant ne réglera pas le problème de la place dans la société des travailleurs non qualifiés. Et voilà, donc du coup, c'est un sujet qui quand même est intéressant parce qu'il y a une forme d'émancipation et de libération, mais c'est un sujet compliqué. Ben, merci beaucoup Albert. Bon, il y a Philippe Kane qui pointe que le code de la mutualité, code de la sécurité sociale des assureurs, de quoi ils perdent son latin pour faire fonctionner les régimes complémentaires. C'est vrai. On est, voilà. Et bon, ok, voilà. Tu es d'accord avec ça? Bah écoute, il est 5 heures, donc on va arrêter notre café littéraire, patrie littéraire cette fois-ci. Donc vraiment, merci beaucoup à toi d'être venu, de nous avoir éclairé voilà, sur ce sujet-là. Je crois qu'on a fait vraiment, tu nous as donné un panorama et puis de quoi continuer à réfléchir à la question du travail. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Je vous dis probablement à mardi, voilà, et encore une dernière fois vendredi prochain. Puis après, on va se déconfiner et on verra ce qui se passera. Mais en tous les cas, mardi prochain, avec un café littéraire probablement sur l'addiction aux écrans avec un psychologue qui a écrit un livre sur le sujet. Mais vous serez au courant plus précisément d'ici là. Merci beaucoup Albert. Et puis, alors, toi, continue à bien télétravailler, je suppose. Absolument. Pas le premier. Ça ressemble pas à un bureau derrière toi de ce qu'on voit, à un bureau de la défense, c'est clair. Allez, merci. En tout cas, j'étais ravi de voir plein de monde à travers les écrans. Je n'ai pas pu m'adresser à tout le monde individuellement, mais je vous salue tous et Shabbat Shalom. Ouais, merci beaucoup. Hein. Bye bye et Shabbat Shalom aussi. Ouais. Au revoir. Hop.